Bonjour à tous, je me présente Lionel Dossou, conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire du bureau Équipe Major avec IA Gestion privée de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre revue des marchés pour le premier trimestre de 2025 avec tous les conseillers de l'équipe Major. Alors au programme, nous allons faire un bilan du premier trimestre 2025. Nous allons parler du concept de synchroniser le marché, ce qu'on appelle de façon classique le market timing. Nous allons discuter des options qui sont sur la table pour diversifier et soulager votre portefeuille. On parle beaucoup de récession, de risque de récession. Alors, nous allons découvrir ensemble quels sont les mythes tenaces du concept de récession et quoi penser. Nous allons enfin parler de l'importance de mettre à jour votre plan financier et de garder les yeux sur vos objectifs financiers plutôt que la une des médias en temps de tension financière. Vendre pour une bonne raison, le timing de votre vente, est-ce qu'il faut tout vendre? Quand est-ce qu'il faut vendre? Nous allons explorer cette question et enfin, nous allons parler de finances comportementales et nous allons vous montrer pourquoi parfois la chose dont il faut se méfier le plus, c'est vous-même. Alors, depuis le début de l'année, les marchés ont connu pas mal des secousses boursières. La volatilité observée, sans aucun doute, porte la signature du président américain Donald Trump avec ses politiques protectionnistes et ses multiples annonces de droits de douane à n'en plus finir. Les marchés financiers sont évidemment extrêmement inquiets qu'une guerre commerciale généralisée se manifeste. Et donc, on peut remarquer depuis le début de l'année que les marchés sont, comme on le dit communément, dans le rouge. Les indices à travers le monde, à chaque annonce, à chaque sortie dans les médias, ont connu une onde de choc. Et vous pouvez le voir à l'écran ici, les indices, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Europe, ont connu une baisse. Il y a quelques bonnes nouvelles. On peut dire, on peut remarquer que le marché canadien s'en sort quand même mieux que d'autres marchés. On peut noter aussi le fait que dans le marché européen, les baisses sont un peu moins sévères. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Asie, il y a carrément une performance positive sur l'indice du Hang Seng, par exemple. Alors, tout n'est pas rouge, comme on dit, tout n'est pas noir, mais dans un contexte comme celui-ci, beaucoup d'investisseurs ici au Québec se posent la question, que penser? Que faire? Est-ce qu'il vaut mieux attendre, que les marchés se calment avant d'investir? Est-ce que c'est le bon temps pour investir? Ou est-ce qu'il faut tout simplement sortir nos billes du marché et attendre, et se mettre en liquidité? C'est un peu le genre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble. Déjà, je peux vous parler d'une étude de Charles Schwab qui vous donne des éléments de réponse, qui peuvent nous donner des éléments de réponse sur ces questions-là. Cette étude a analysé 5 profils d'investisseurs sur une période de 20 ans, entre 2003 et 2022. Et vous pouvez voir ici les 5 investisseurs ayant chacun une stratégie d'investissement différente, mais en utilisant le même montant d'investissement. Donc, chacun d'entre eux investit 2 000 $ par année pendant 20 ans dans le S&P 500, qui est l'indice du marché américain qui est bien connu et bien représentatif. Et vous pouvez voir ici, Peter le Parfait, dans mon exemple, investit au point le plus bas à chaque année. C'est l'investisseur qui a le meilleur timing. Il réussit à lire dans l'avenir et toujours investit au bon moment. Ashley, euh, qui est tout simplement très active, investit aussitôt qu'elle a de l'argent qui est disponible sans se poser de questions. Matthew préfère diviser son montant de 2 000 en 12 versements et à chaque mois dépose un douzième dans son portefeuille d'investissement. Rosie, c'est la malchanceuse, elle essaye de deviner le marché, mais à chaque fois, investit au pire moment à chaque année. Et enfin, Larry le lent. Larry, c'est celui le plus craintif. Larry, disons qu'il se dit, je ne suis pas capable de supporter toutes ces fluctuations. Larry garde son argent en liquidité, en cash, il n'investit pas.
Alors, suspense, quel est le résultat de cette analyse? Quel est le résultat de cette expérience? Ben, regardez sans surprise. Peter, qui est parfait, qui investit toujours au point le plus bas à chaque année, il a évidemment le meilleur résultat. Là n'est pas la surprise. Mais ce qui est frappant et très intéressant, c'est que Ashley qui investit immédiatement ou Matthew qui investit mais en divisant de façon progressive, investit son montant dans le marché, obtiennent des résultats qui sont remarquablement proches de Peter le parfait. Même Rosie, qui est la malchanceuse, qui investit au pire moment à chaque année, s'en sort quand même avec un rendement intéressant et un portefeuille qui est bien garni. Vous remarquerez avec stupéfaction les résultats de Larry, qui a décidé de ne pas investir et qui se retrouve le grand perdant de cette analyse. Alors, la leçon à tirer ici est simple. Il est beaucoup plus efficace de rester investi et d'investir tout de suite que d'essayer de deviner, de synchroniser le marché ou de faire ce qu'on appelle le market timing. Et donc, tout simplement, la pire des stratégies, c'est la stratégie qui consiste à dire qu'on ne veut pas investir et qu'on va tout simplement choisir l'inaction. L'inaction est la plus coûteuse. Alors, dans ce contexte, c'est normal de se poser la question, même pour quelqu'un comme Larry Leland, qui a certains doutes, certaines craintes, c'est partagé, tout le monde peut en avoir. Euh, Est-ce qu'il y a des options qui sont sur la table quand même pour investir et diversifier son risque, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier? C'est ce que nous allons voir ensemble avec mon premier invité, Yves, qui va explorer ces différentes options avec nous. Yves, est-ce que tu peux nous présenter quelques idées? Oui, en fait, on a aujourd'hui sur les marchés, à la fois publics et privés, des options, en tout cas, pour parler d'options, des solutions, des alternatives, pour sortir en fait des choses vraiment comme très, très évidentes, comme les simples actions, les simples obligations, ou de simples portefeuilles gérés. Donc rapidement, tout ce qu'on cherche, c'est réduire la volatilité, réduire les risques de perte, en tout cas limiter autant faire se peut. Ouais. Et puis aussi faire en sorte que nos classes d'actifs soient pas toujours corrélées de la même façon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout monte en même temps, il ne faut pas que tout baisse en baisse en même même temps. temps. Et c'est ça en fait l'objectif finalement de la diversification. Alors, une des premières idées qu'on peut mettre de l'avant, ce sont les actions à dividendes. OK. Alors, les actions à dividendes, alors on pourrait se dire, c'est évident qu'une action devrait normalement générer des dividendes, Mhm. mais il faut toujours rappeler que des dividendes, c'est uniquement de l'argent qui est versé quand l'entreprise fait des bénéfices. Donc déjà, si dans votre portefeuille, il y a des entreprises qui ne font pas bénéfice, forcément, elles ne ramènent pas de De dividendes. dividendes. Exactement. Donc, rapidement, pourquoi c'est intéressant dans un dans un temps comme, par exemple, le temps de la récession ou d'une crise qu'on peut rencontrer? C'est déjà parce que, déjà, ça vous permet d'avoir des revenus. Parce que régulièrement, les actions à dividendes vous ramènent donc des dividendes, donc des revenus régulièrement, donc ça contribue à vos rendements total. Mhm. Simplement aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que comme on a une prévisibilité de votre rendement qui est versé, ça vous permet aussi d'être moins volatile par Mhm. rapport à votre portefeuille. Par exemple, moi j'ai un chiffre qui vous dit que en moyenne, on réduit de 15% la volatilité d'un portefeuille composé d'actions à dividendes versus un portefeuille d'actions classiques qui, elles, ne versent pas Ah, forcément de dividendes. Donc déjà, rien qu'avec ça, ça vous permet de réduire votre volatilité. Autre chose, euh, si vous regardez même pour des gens qui font par exemple de l'indiciel ou qui regardent ça de manière très très détachée, sachez juste qu'en moyenne, les 500 entreprises du S&P 500 versent en moyenne mhm. 1,8% de dividendes. Et si on Ouais. isole uniquement ce qu'on appelle les dividend aristocrats en anglais, donc ça veut dire les entreprises qui versent régulièrement les dividendes, on augmente ce rendement en dividendes à 2,7%. Donc 2,7% d'un côté de versement de dividendes, de l'autre côté 1,8%. Là, vous vous rendez compte que finalement, vous avez un rendement qui peut être très très intéressant. Très intéressant en effet, mais j'ai entendu parler par les actions à dividendes d'un certain retour des obligations. Oui, bah justement, les actions à dividendes, tu as bien raison, Lionel, on a justement cette notion
d'un actif qui génère des revenus. Mhm. Mais c'est vrai qu'initialement, quand on pense génération de revenus, on pense toujours obligation. Sauf que là, on sort d'un épisode qui a été particulièrement douloureux, qui était celui de 2022, où on a eu les actions et les obligations qui ont toutes les deux chuté en même temps. Donc, Est-ce ce que qui a c'est fait... commun, ce genre de phénomène? Alors, c'est quand même assez rare, fort heureusement, puisque la dernière fois que ça s'est passé, c'était dans les années 70, au moment de la crise pétrolière. Ok. Donc, les moments, en fait, où la corrélation est positive entre le monde des obligations et le monde des actions, c'est quand même très rare, finalement, hein. Et heureusement, parce qu'en règle générale, dans notre métier, on vend, entre guillemets, le monde des obligations comme un amortisseur par rapport au monde des actions. Ok. Donc, c'est ça qui fait que, normalement, dans un équilibre de portefeuille, on se garde toujours, autant que faire se peut, et si on veut vraiment avoir ce côté amortisseur, une part non négligeable d'obligations. Donc, ce que tu dis, Yves, c'est que en général, quand le marché des actions va mal, les obligations ont tendance à aller positivement dans l'autre sens. Exactement, c'est pour ça que souvent on parle de corrélation négative en période de récession. Parce qu'en règle générale, si il y a une baisse d'intérêt pour les actions, souvent les grandes masses monétaires vont vers les obligations pour Comme un refuge. exactement comme Ok. une sorte de valeur refuge. Et donc ça permet finalement d'amortir les chocs à l'intérieur d'un portefeuille et de faire en sorte que si vous avez un portefeuille qui est 100% actions, mais que vous vous dites, bah, qu'est-ce qui se passe quand ça chute? Bah, c'est sûr que votre voisin d'à côté qui, lui, a des obligations, a une chute beaucoup plus amortie finalement. Ok. Rapidement, pour donner quelques chiffres, de la même façon qu'on parlait pour les actions à dividendes, une volatilité dans le monde des obligations sur le très 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 long terme, hein, on parle vraiment d'études qui sont faites sur plusieurs décennies, souvent la volatilité des obligations aussi autour de 4-5%. Hein, si on regarde sur le temps très long. Évidemment, il faut aussi prendre en compte ce qui s'est passé en 2022, qui a été quand même une année quand même douloureuse pour les obligations. Alors que dans le monde des actions, on oscille entre 15 et 20% de volatilité. Donc, c'est sûr que les actions, sur le très long terme, souvent, ça apporte de la croissance, mais il faut venir aussi avec une volatilité quand même beaucoup plus grande. Sinon, l'autre possibilité qu'on peut avoir, si vraiment on a encore plus de frilosité vis-à-vis du monde des obligations, on peut avoir des options comme par exemple prendre des obligations à échéance cible. Les obligations à échéance cible, c'est une manière de se dire, j'ai une partie de mon épargne, de mon investissement que je vais utiliser à un temps donné. Et donc, je me dis, j'isole une partie de mon obligation, une partie en tout cas de mon portefeuille, pardon, qui va arriver à échéance à une certaine date. Et en fait, ça vous permet de protéger votre capital, de récupérer des intérêts qui sont quasiment calculés à l'avance parce que le coupon, en règle générale, le coupon étant l'intérêt que vous recevez de vos obligations, eh bien, ça vous permet finalement de, quelque part, rendre plus prévisible la rentabilité de votre portefeuille sur du très très court terme. Ça peut s'apparenter parfois à des CPG, qu'on pourrait dire, mais l'avantage, c'est que vous pouvez rentrer quand vous voulez dans ce marché des obligations, et puis même sortir même avant terme, parce que si jamais vous avez besoin de l'argent beaucoup plus vite, ça peut vous permettre quand même d'avoir une liquidité non négligeable. Ben, très intéressant, Yves. Alors, action à dividendes, obligations, c'est sûr que c'est des termes assez que nos investisseurs, nos clients, des personnes qui nous écoutent ont entendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres catégories d'investissements ou d'actifs qui sont moins connus, qui peuvent servir justement à diversifier encore plus notre un portefeuille? Oui, alors il y a ce qu'on appelle les marchés privés ou alors les placements privés. Alors, on ne parle pas de gestion privée, hein. La gestion privée, c'est notre métier, hein, où on offre un service personnalisé à nos clients d'investissement, d'accompagnement pour leurs projets financiers. Voilà. Donc ici, c'est quoi? C'est du capital d'investissement qui est privé, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est vraiment par opposition à ce qu'on appelle les marchés publics. C'est-à-dire que dans les marchés publics, comme son nom l'indique, tout est public. Le prix d'une action, le prix d'une obligation est négocié à tous les jours. Okay. Donc, forcément, et puis vous avez des médias qui sont directement qui réagissent là-dessus, qui publicisent les prix, les tendances, etc. Alors que les marchés privés, ce sont des entreprises qui ont leur capital qui est vraiment comme privé, c'est-à-dire il faut rentrer par l'intermédiaire soit d'un fonds d'investissement privé ou un hedge fund, ou en tout cas un intermédiaire qui vous permet de rentrer dans le capital d'une entreprise qui, elle, n'est pas cotée en bourse. Ça, c'est la première chose, c'est le capital investissement. Vous pouvez avoir également l'opportunité de rentrer dans la dette.
de l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans sa structure de crédit en disant, voilà, comme des institutionnels, comme d'autres acteurs, je fais partie des créanciers d'une entreprise, mais cette dette-là, par contre, n'est pas publique. Ce n'est pas une obligation, c'est ce qu'on appelle de la dette privée. Et donc, elle a d'autres modes de fonctionnement, elle a une autre façon de fonctionner, de rentrer, de sortir. Mais voilà. Et puis, il y a d'autres catégories un peu moins connues qui sont les infrastructures privées, l'immobilier privé, les actifs réels. Les actifs réels, c'est quoi, par exemple? C'est je veux avoir, par exemple, une quantité d'or, une quantité d'argent, une quantité de céréales, ou en tout cas de biens réels que vous avez dans votre portefeuille. Mais Yves, ça a l'air très intéressant tout ça, mais est-ce que marché privé, placement privé, c'est un marché qui est assez vaste? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude? Est-ce que c'est petit ou vraiment il y a de la place sur ce marché et on peut être présent là-dessus? Alors, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'était un marché auparavant uniquement, j'allais dire, réservé aux clients institutionnels. Les clients institutionnels, c'est tout simplement les fonds de pension de professeurs, d'enseignants ou d'employés d'entreprises comme Hydro-Québec, par exemple, mais qui avaient une puissance de feu bien supérieure pour pouvoir être en Monsieur, madame, force. tout le monde. Exactement, pour pouvoir être en force lorsqu'il s'agit de négocier une entrée en capital d'une société privée ou d'entrer dans la structure de crédit d'une compagnie. Et donc, ça leur permettait quelque part de se dire, en dehors des rendements que je peux avoir sur les marchés publics, je diversifie en étant dans les marchés privés. Sauf que, comme il n'y avait pas à l'époque une manière de rendre ça démocratique, exactement, accessible, c'est sûr que le monsieur et madame tout le monde ne pouvaient pas avoir accès. Or, aujourd'hui, on a pléthore de solutions qui, de plus en plus, se multiplient pour pouvoir entrer dans ces options. Simplement, juste pour vous dire, la seule mise en garde que je mettrais, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut avoir quand même, pour beaucoup d'acteurs qui sont dans ce domaine, il faut être ce qu'on appelle un investisseur accrédité. Donc, ça veut dire qu'il faut justifier d'un certain niveau de revenus, d'un niveau de patrimoine pour pouvoir rendre ça accessible. Et puis, l'autre point, c'est que très souvent, comme justement c'est privé et que ce n'est pas négocié à tous les jours comme un marché public, c'est qu'on peut parfois manquer de liquidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer et sortir comme dans un moulin. Forcément, il n'y a pas de prix à tous les jours. Souvent, il y a des cotations mensuelles, voire quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Ça peut être même semestriel, comme par exemple le fonds FTQ. Le fonds FTQ, par exemple, c'est un marché privé où on rentre et vous avez une cotation aux 6 mois. OK. Est-ce que c'est comme ça que ça vient baisser la volatilité d'un portefeuille? Oui, structurellement, oui, parce que quand vous n'avez pas de prix journalier et que vous avez un prix mensuel ou parfois même un prix semestriel ou même d'autres parfois, ça c'est pas ce qu'on propose, mais je sais que ça peut exister, parfois même des prix annuels, des cotations annuelles, c'est sûr que vous n'allez pas commencer à regarder tous les jours parce que si vous regardez tous les jours, vous allez voir toujours le même prix, il ne changera qu'une fois par mois ou qu'une fois tous les 6 mois. Donc c'est sûr que structurellement, ça vous change votre volatilité. Après, attention, ça ne veut pas dire que pendant le temps où le prix ne bouge pas, il ne se passe pas des choses dans la compagnie ou dans la structure de crédit. Simplement, c'est une manière de calculer la valeur de ce que vous possédez différente de celle qu'on voit dans les marchés publics. OK, je comprends. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que les investisseurs institutionnels utilisent, à part les placements privés qui peuvent être utilisés aussi, qui est un peu plus accessible, plus démocratique, entre griffes maintenant? Oui, alors il y a justement les actions qui sont adossées à des produits dérivés. Alors, normalement, OK. quand on a des actions, alors on est plutôt sur une logique de les posséder et puis d'avoir de la rentabilité. Donc, comme je disais, via les dividendes. Attendre. Exactement, puis attendre que la croissance se fasse et donc en se disant je fais une plus-value avec ça ou alors régulièrement j'ai des dividendes qui se versent. Mais il y a aussi une possibilité de protéger un peu mieux son portefeuille d'actions grâce aux produits dérivés. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais en fait, les produits dérivés, c'est quoi? C'est juste vous dire, on a des options d'achat ou des options de vente qu'on vend, qu'on achète, et donc avec des différents intermédiaires. Mais pourquoi on parlait d'institutionnels? Parce que les grands fonds de pension, comme ils ont des besoins de liquidité réguliers pour leurs épargnants et surtout pour leurs retraités, eux, ce qu'ils veulent, c'est éviter à tout prix que ce soit trop volatile et que ce soit hors de contrôle. Donc, pour éviter que ce soit trop hors de contrôle, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils encadraient leur rentabilité à l'intérieur de 2 seuils. Il y a un seuil au bas. Un peu comme une fourchette. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez les produits dérivés,
on se dit, je peux utiliser des produits dérivés à la fois pour me protéger contre une baisse trop forte, Mhm. et ça, c'est très avantageux. Alors oui, ça a un coût, parce que ça veut dire qu'on paye une prime, rapidement, je vous fais, on paye une prime de produits dérivés pour se protéger contre la baisse, mais aussi, on peut, à contrario, vendre une prime liée, en fait, avec un produit dérivé, donc toucher à une prime, en fait, pardon, et se protéger pour en fait récupérer en fait du revenu régulièrement, sauf qu'en fait vous vous protégez aussi malheureusement d'une hausse supplémentaire. Donc ça veut dire en fait qu'on capte, si on peut appeler ça comme ça, Mhm. à la fois à la baisse et à la fois à la hausse. Un Et en fait, ça vous plancher permet et un de plafond. capturer exactement, et ça vous permet de capturer en fait votre rentabilité ou alors votre perte si jamais vous en avez, Mhm. mais au moins ça permet au moins de Limité. limiter votre volatilité. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à intégrer, mais ça vous permet aussi, quand vous détenez ce genre de produit, soit d'avoir du revenu régulier quand on a effectivement des actions qui montent, parce que régulièrement, vous avez du revenu qui se Je dépose comprends. régulièrement, mais à contrario aussi, en période de baisse, ça vous permet aussi de limiter vos pertes. Très intéressant, Yves. Mais prenons le cas où mon Larry, tantôt, se dit, bon, tout ça, c'est bien intéressant, mais ça ne change pas le fait que mon capital, de temps en temps, va fluctuer. Oui, on peut baisser la volatilité. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut utiliser dans un portefeuille où le capital est plus ou moins protégé ou garanti ou Oui, alors couvert? justement, c'est ça la beauté de notre métier, c'est qu'on a aussi possibilité de protéger le capital de nos investisseurs du début à la fin de la durée de vie d'un produit. Mhm. Et là, on a par exemple ce qu'on appelle des billets à capital protégé. OK. Donc les billets à capital protégé, ça marche comment? Ce sont des structures de crédit offertes par des banques. Très souvent, ce OK. sont les banques qui offrent ça, hein, OK. les grandes banques. OK. En fait, elles vous disent, on récupère votre investissement. La banque va l'investir donc à sa guise avec, elle l'espère, des taux de rendement plus élevés. Et de l'autre côté, elle va structurer en fait votre investissement pour à la fois dire on met ce qu'on appelle des produits dérivés, comme ce que je vous ai expliqué pour les actions, en se disant on fait une structure qui protège le capital de bout en bout OK. de l'investissement. Et souvent, ce sont des produits où là, on vous dit ça dure 5 ans, ça dure 7 ans, ça dure 10 ans, Donc, mais un vous avez terme une durée d'échéance. exactement comme pour un CPG par exemple. Mm. Et après, vous pouvez capturer une performance future sur par exemple, un panier d'actions ou un panier d'obligations, ou en tout cas un investissement sous-jacent qui sert de base de calcul OK. pour votre rentabilité future. Un exemple tout simple, on vous dit, moi je prends par exemple un billet à capital protégé qui est adossé au S&P 500. Mhm. Dans ce cas-là, ça veut dire que au jour 1, vous avez une première prise de mesure qui dit, voilà, l'indice était Ça vaut calculé, tant. ça vaut tant, exactement. Et après, on vous dit, si par exemple votre taux de participation est de 100%, dans ce cas-là, vous dites, sur le temps passé, c'est-à-dire les 5 ans, le rendement que fera le S&P 500 sera directement répercuté à 100% sur le billet à capital protégé. Donc, si au bout des 5 ans, par exemple, si on est sur une période de 5 ans, eh bien malheureusement, on est sur du négatif, vous récupérez au moins votre capital initial. Et si effectivement votre billet à capital protégé a fait du beau rendement sur son investissement sous-jacent, eh bien vous récupérez l'investissement sous-jacent en termes de rendement. Et Mais, ça vous permet en fait de vous protéger. Mais par contre, la difficulté, c'est que ce n'est pas un placement liquide. Ça veut dire que vous devez rester investi pendant toute la durée de votre investissement. Et donc quelqu'un un peu comme quelqu'un qui dit, je prends un train en gare. je Et peux puis une fois pas qu'il a démarré, je peux pas sauter exactement, je peux pas sauter du train en même temps, exactement. Donc, alors après, il y a aussi des possibilités. Il y a des billets qui vous permettent quand même, au bout de 3 ans ou au bout de 4 ans, de descendre du train. Oui. Mais parfois, ça peut être, il peut y avoir des pénalités, ou parfois il peut y avoir des rendements qui sont pas totalement capturés. Mais en tout cas, on est Au quand moins même sur le quelque chose d'un peu capital. plus contraint, exactement. Donc quelque part, si on peut résumer, c'est OK, je mets un mouchoir sur ma liquidité, mais au moins je me garantis une protection du capital. Alors, je t'entends, Yves, et donc, si je résume, c'est quand même 5 bonnes idées que tu nous présentes. Actions à dividendes, les obligations, le placement privé, des actions adossées à des produits dérivés et des billets à capital protégé. C'est quand même beaucoup d'ingrédients pour faire un portefeuille bien diversifié. Exactement. Et puis surtout, ne vous dites pas forcément que ça doit être sur un produit particulier, parce que parfois, on a des solutions gérées qui intègrent déjà
ces solutions. Donc ça c'est pas parce que vous n'avez pas dans votre relevé une ligne qui dit expressément: Non, «J'ai des actions à dividendes» ou «J'ai des actions à produits dérivés» que vous n'en avez je dis pas. pas. Parfois, vous en avez indirectement via votre gestionnaire de fonds, parce que dans les portefeuilles gérés, de plus en plus, et c'est ça la beauté de ce qui nous arrive, c'est que il n'y a pas que nous, investisseurs indépendants ou investisseurs individuels, qui avons l'idée de faire ça. Il y a aussi les gestionnaires de fonds qui, de plus en plus, incluent ces stratégies à l'intérieur de leurs solutions gérées. D'où l'importance de travailler avec un conseiller en investissement. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Krach boursier, crise financière, récession, autant de mots qu'on retrouve régulièrement dans la presse ces derniers jours. Je retrouve Fabien pour nous en parler et décrypter tout ça. Oui, bonjour Yves. Bonjour Fabien. Oui, le mot qui, je crois, on va dire maintenant, c'est le mot en R que tout le monde redoute, c'est récession. Exactement. Ben, regarde, aujourd'hui, avec tous ces mots qui peuvent faire peur aux simples épargnants jusqu'aux mêmes clients investisseurs institutionnels, comment peux-tu décrypter tout ça, toi, de ton côté? Oui, bien, il est clair qu'il y a eu des secousses, surtout dans les marchés boursiers, mais il y a des secousses aussi sur les marchés obligataires qui, ceux-là, sont moins connus. Et si on parle de récession, c'est sans doute justement à cause du marché obligataire américain. Est-ce que finalement, Fabien, c'était pas une sorte d'angle mort, ce marché des obligations, parce que tout le monde a cru qu'on allait regarder uniquement le marché des actions, mais peux-tu nous en dire plus sur ce qui s'est passé sur le marché des obligations? Oui, on pense même que c'est ce qui s'est passé là qui a fait changer d'idée Trump et qui a mis sur la glace une part importante donc des tarifs douaniers. Alors le marché des obligations, c'est le plus gros marché au monde, plus gros que le marché immobilier et celui des actions, c'est la dette des pays, la dette des entreprises. Et les Américains, on sait, ils sont très endettés. On peut parler de 35-36 000 milliards et le service de la dette, ça coûte 1000 milliards par année. Cette dette-là, elle s'échange à toutes les secondes, jour et nuit, 365 jours par année. Et évidemment, c'est un marché d'offres et demandes, ce qui fait que si la demande diminue, les prix vont baisser. Et à ce moment-là, avec les obligations, c'est une espèce d'effet balancier. Si le prix baisse, alors le taux d'intérêt, lui, augmente. Et c'est justement les grands créanciers qui ont peut-être commencé à perdre confiance dans l'État américain. Et évidemment, on a vu l'intérêt augmenter. Et c'est là on craint encore même une récession possible. Alors justement, tu parles de grands créanciers. Qui vraiment possède la dette américaine? La dette américaine, comme au Canada, on peut parler de 70 qui est détenue par les Américains eux-mêmes, par le gouvernement, ou aussi par des institutions, par des banques, mais à 30 donc, et ce n'est pas les moindres, sont donc propriétaires d'une partie de ces titres de dette, dont le Japon, la Chine, et on soupçonne ces deux pays d'avoir largué massivement des obligations américaines. Il y a Royaume-Uni, Luxembourg, étonnamment les îles Caïmans, qui possèdent une grosse partie, par le biais sans doute de fonds spéculatifs, et le Canada. C'est près de 380 milliards de dollars qui est détenu par les Canadiens de la dette américaine. Alors donc, on a ici les pays les plus importants qui détiennent la dette américaine et c'est là que ça se joue, bien sûr, parce que s'il y a une perte de confiance massive, c'est suffisant pour créer de l'inflation et aussi une crise de liquidité du gouvernement américain. Mais en fait, juste avant d'avancer sur le sujet, est-ce que on peut considérer que le fait que cette dette appartient à des pays étrangers peut constituer finalement un moyen de pression auprès du gouvernement américain? C'est le plus important d'ailleurs. Comme moyen de pression, je pense que les pays du monde, s'il y a perte de confiance dans l'administration Trump, eh bien, les étrangers vont dire on n'a plus confiance non plus dans la suprématie du dollar américain et aussi des bons du trésor américain, là. Alors, est-ce que ce manque de confiance qui peut être temporaire, est-ce que dans l'histoire, on a vu que finalement, on pouvait passer par des récessions, mais finalement retomber sur ses pattes, hein? Ah oui, oui, absolument, parce que récession, c'est pas nécessairement un signe de désastre, de crise financière, de dépression économique. Une récession, ben, c'est parfois tout simplement une pause. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est comme une sorte de respiration à l'intérieur d'un temps financier très long, mais parfois une inspiration qui peut être un peu plus courte finalement par rapport au reste du temps passé à être investi? Oui, c'est vrai. Mais regardez ici sur le tableau, vous voyez des périodes où il y a eu des récessions et 12 mois avant la récession, les marchés sont positifs pour la plupart du temps, sauf en 2001. Et pendant la récession, il y a même des augmentations de valeur des marchés boursiers.
Et c'est là qu'on a vraiment une confirmation que ce que redoutent les marchés, c'est finalement l'incertitude. Parce que lorsque le mot récession arrive et qu'on officialise la situation, eh bien, il y a une espèce de soulagement en disant, parfait, l'avenir sera sans doute plus resplendissant. Donc, les marchés se mettent en mode croissance. Et on voit des périodes comme pendant la récession de 81-82, 14 de gains sur les marchés, c'est pas rien. Dans presque toutes les histoires de récession, eh bien, 12 mois plus tard, les marchés sont positifs et toute la période complète, on a une moyenne de croissance de 18 Alors, il est faux de prétendre qu'une récession, c'est définitivement une période de souffrance avec ces investissements. Ils peuvent bien progresser durant cette période. Alors justement, tu parles de période de souffrance, mais finalement, cette période de souffrance par rapport au temps où on regarde plutôt le ciel bleu, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette différence de temps finalement? Parce que ça peut créer parfois une distorsion chez les investisseurs qui se disent, oui, mais le temps que j'ai mal, est-ce que c'est compensé par le temps où finalement ça va bien dans mes investissements? Oui, oui, oui. D'ailleurs, le nombre de jours en récession depuis les années 70, on parle de 12,6 du temps. 13 du temps, on pourrait être en récession et 87,4 du temps, on ne l'est pas. Donc, ça va bien. Je trouve que ce ratio-là, finalement, il est plus intéressant que la pluie et le beau temps parce que on voit qu'ici, il y a moins de jours sombres que de jours ensoleillés. La récession, c'est inquiétant, mais ce qui est inquiétant des fois, c'est qu'on a peu de contrôle là-dessus, mais il y a moyen quand même de garder les deux mains sur le volant quand on a un plan. Et c'est de ça que nous parle justement Jonathan. Oui, exactement. Il y a des éléments qui sont incontrôlables, comme par exemple la volatilité des marchés à court terme, les différentes politiques commerciales qui peuvent être mises en place. Mais s'il y a bien un élément qu'on contrôle, c'est son propre plan de match financier. Ouais. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben, voyez l'image, le GPS financier, c'est un peu ça, hein, parce qu'un plan, ça nous dit où on va et par quelle étape qu'on passe. Mais pour la route, on connaît les étapes, bien sûr, là, comme on va, par exemple, à Chicoutimi, on arrête à l'étape. Oui. Ouais. Mais dans la vie, c'est quoi les grandes étapes de la gestion de patrimoine? Ben, l'idée initiale, c'est vraiment d'avoir une photo de la situation financière du client. Donc, on va établir le bilan personnel, on va discuter des dettes, on va établir un budget. Donc, au-delà des chiffres, on veut même comprendre les projets, les objectifs là, du client. Puis c'est pas nécessairement juste un plan de retraite. Là. On peut simuler des projets à court terme, à moyen terme, mais initialement, on veut vraiment comprendre l'ensemble de la situation financière du client, avoir une vue de perspective pour pouvoir faire de bonnes recommandations. Okay. Alors donc, il n'y a pas un plan qui est pareil? Il n'y a pas un plan qui est pareil. Tous les plans sont vraiment personnalisés. Chaque personne, chaque couple a des situations qui sont bien différentes. Ouais. Et donc, ben, on va prendre le temps vraiment de comprendre chacune des situations avant ensuite de ça, établir des projections, formuler des recommandations. OK. Bien, on va regarder justement des objectifs parce que ça varie énormément, mais donne-moi des exemples d'objectifs qui sont différents d'une famille à l'autre. Ben, il y en a qui vont vraiment se concentrer davantage sur la retraite. Souvent, quand on est à moins de 10 ans de sa retraite, c'est des questions comme ça qui vont nous venir en tête. Ouais. Si on prend par exemple un couple, disons, là, dans la trentaine, ben, à ce moment-là, on va peut-être, comme on le voit à l'écran, discuter là, de rénovation, de piscines creusées, disons, financer les études des enfants. Ajouter une chambre dans le sous-sol, des affaires comme ça. Ça peut être ça. Donc, il y a des petits projets, des gros projets, mais tout ça peut être mesuré puis inséré à l'intérieur d'un plan financier. Ouais. Ce qu'on cherche surtout à éviter, là, c'est vraiment qu'un client puisse réaliser un projet, par exemple, à court terme, mais qui va brimer, par exemple, ses futurs revenus à la retraite. Mm-hmm. Donc, l'objectif, c'est vraiment que chacun des projets soit compatible les uns dans les autres pour avoir, comme tu disais tantôt, une forme de GPS, se rendre, disons, à bon port. Ben, je fais une petite parenthèse parce qu'il arrive souvent que des grands-parents vont aider leurs plus jeunes ou les petits-enfants, mais ça mérite peut-être la peine de faire une mise à jour du plan, savoir si ça ne va pas nuire à leur propre retraite. Oui, exactement, parce que ça pourrait nuire le plan des grands-parents, ça pourrait aider celui du plus jeune, par contre. Là. Mais c'est un petit peu ça l'idée, avant chacune des décisions financières, avant que chacune des décisions soient prises, là, c'est d'évaluer, disons, les impacts pour s'assurer qu'il n'y a pas un autre projet à ce moment-là qui va prendre le bord. Dans le tableau que tu as montré, dans le haut, on voit réalisation de l'objectif avec un avancement, bien-être financier, retraite, les études. On voit 150 de réalisation pour la retraite, les études 99 Mais ça, ce genre de truc-là, c'est ça qui est différent, cette espèce de dashboard-là?
Oui, exactement. Ça va varier d'une personne à l'autre. Puis notre rôle à nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment d'optimiser la situation du client, que ce soit au niveau de la retraite, au niveau fiscal, au niveau successoral. Puis comme on peut le voir ici à l'écran, ben, il y a un plan actuel, mais il y a aussi un plan recommandé. Ouais. Donc notre valeur ajoutée, nous, c'est de s'assurer en fait que le client puisse optimiser sa situation puis arriver plus rapidement ou plus facilement à son OK. objectif. Donc on va comparer différents scénarios pour s'assurer que tout tient la route. Ben, je t'amène maintenant dans une direction qui est vraiment très, très dans le quotidien, là, qui est contemporaine à ce qu'on vit présentement avec les tensions géopolitiques et aussi les tarifs de l'administration Trump. Est-ce que ça vient jouer dans le plan? Peu? Pas du tout? Beaucoup? Je dirais pas du tout, en fait. Non? Non, ça peut être très déstabilisant, on va se le dire. La période Ouais. qu'on vit actuellement, des fois, on vient à se poser là, énormément de questions. Mais au niveau du plan financier, c'est qu'on va faire différents scénarios, des scénarios qui sont des fois très pessimistes, des scénarios très optimistes, puis à l'occasion entre les deux. Mais on va, par exemple, là, prévoir, disons, OK. quelqu'un qui prend sa retraite, puis ben, dès la première année de sa retraite, là, il y a une correction de marché, il y a beaucoup d'instabilité. Quel pourrait être l'impact sur les revenus de retraite de la personne. Donc, on va faire différents scénarios comme ça, mais dans tous les cas, on veut s'assurer que peu importe ce qui va se passer au niveau des éléments qu'on ne contrôle pas, que le plan va quand même fonctionner. Ah oui, OK. Alors donc, le plan, c'est le passe-partout, peu importe le contexte géopolitique puis les rendements, là. Bien, exactement. Puis en utilisant des hypothèses conservatrices sur la croissance des placements, Mhm. sur, par exemple, son espérance de vie, L'inflation. l'inflation, entre autres, ben, ça fait en sorte que si le plan fonctionne, les chances que ça se réalise dans la vraie vie sont très, très, très fortes. OK. Alors, dans un plan d'indépendance financière, par exemple, on sait qu'on ne peut pas contrôler Donald Trump. D'ailleurs, je ne pense pas que sa femme le contrôle non plus, ni personne. Mais dans sa propre planification de retraite, on peut contrôler des choses. À l'écran, là, on a une liste d'actions qu'on peut surveiller. Puis, vas-y avec les exemples. Oui, bien, dans ce cas-ci, là, on va recommander aux clients de continuer de maximiser ses REER parce que ses revenus sont très élevés, de Ouais. profiter des avantages aussi du CELI. On va recommander dans ce cas-ci même de reporter là, la Régie des rentes du Québec puisque le client est en santé, n'a pas nécessairement besoin de plus de revenus au début de sa retraite puisqu'il y a des investissements. Ouais. Mais chaque situation, comme on parlait tantôt, est vraiment personnalisée. Donc, dans ce cas-ci, c'est un plan réel là, qu'on a livré. L'idée, c'est d'en venir à des recommandations pour optimiser. OK. Bon, génial. Puis, dans le cas plus précis, là, on a par exemple quelqu'un qui projette d'acheter un chalet. Ça peut tomber dans des choses qui sont justement très, très personnalisées. Oui, puis souvent, lorsqu'on pense à plan financier, on va avoir vraiment en tête un plan de retraite. Ouais. Moi, j'aime bien l'appeler le plan d'indépendance. Donc, on veut devenir indépendant financièrement, mais aussi réaliser ses projets. Donc, dans ce cas-ci, c'est aussi un plan qu'on a livré. Le client veut faire en fait l'achat d'une résidence secondaire, là, d'un chalet. Comme je mentionnais tantôt, on veut s'assurer que l'achat du chalet ne changera pas la donne au niveau de la retraite aussi du client ou au niveau OK. de ses autres projets. Puis, comme on peut le voir aussi au niveau héritage, ben, des fois, certaines personnes vont se retrouver avec des sommes très importantes entre les mains, ne sont pas nécessairement habituées à devoir administrer des sommes qui sont aussi importantes. Ouais, Donc, ouais. on va pouvoir débroussailler tout ça, surtout si l'héritage finit par être investi à l'extérieur, par exemple, d'un compte CELI ou d'un compte REER. Oui, oui. Ben, il y a une attention particulière qui doit être apportée au niveau des comptes non OK. enregistrés. Ben, j'imagine dans une circonstance comme ça, l'héritage arrive. Est-ce qu'on met ça dans le REER du conjoint? Est-ce qu'on en profite pour remplir les REE des enfants, des petits-enfants? On rembourse ou pas l'hypothèque? C'est plein, plein de questions. C'est toutes sortes de questions. Puis notre rôle à nous, comme planificateur financier, ben, c'est Ouais. vraiment d'être au centre de la stratégie avec le client. On veut être des points de référence. Donc, que ce soit les changements de voiture, les rénovations, le chalet, la retraite, on veut être là pour donner des conseils, pour pouvoir guider les clients. Et le plan, ben, c'est vraiment la meilleure manière d'y parvenir. Bonjour Frédéric, on vient d'aborder avec Fabien l'aspect de planification financière, les projections financières. Et bien, par les temps qui courent, là, lorsque les marchés sont très volatiles et même en territoire là, de correction, on se fait souvent poser la question, est-ce que c'est peut-être pas le temps de liquider certaines positions? Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. C'est sûr que dans un monde idéal, on resterait investi pour être sûr de ne pas manquer les bonnes journées sur les marchés, surtout quand, en tout ce qui concerne là, les comptes enregistrés, on n'a vraiment pas intérêt à se retirer. Mais parfois, si on parle de placement dans un compte non enregistré, donc un compte ouvert, ça peut être avantageux de déclencher des pertes en capital. OK, intéressant. Donc,
Par contre, enregistré, on fait référence à, disons, REER, CELI, régime épargne-études. Mais lorsqu'on est à l'extérieur de ces comptes-là, donc dans des comptes non enregistrés ou des comptes comptants, tu nous mentionnes que ça peut être intéressant de déclencher des pertes en capital. Explique-nous ça. Ben, c'est des comptes qui peuvent aussi dégager des gains en capital. Donc ça, on paye de l'impôt là-dessus. Donc, quand on déclenche une perte en capital, ben, on peut l'adosser à un gain. Disons qu'on a fait un gain de 500 par le passé parce qu'on a décaissé de notre placement non enregistré. Ben, on peut par la suite déclencher des pertes en capital si la valeur de notre placement a baissé. Puis à ce moment-là, on applique la perte en capital, on l'adosse à notre gain, puis on vient l'annuler ici. Puis ça, il faut faire attention, on peut appliquer une perte en capital sur des gains qui ont été réalisés dans les 3 dernières années ou indéfiniment dans le futur. Donc, si on voit qu'on a des placements qui sont à perte dans notre compte non enregistré à cause d'une correction boursière, par exemple, bien, on pourrait décider de déclencher la perte, de la concrétiser pour ensuite garder cette perte-là en réserve pour des décaissements futurs quand notre placement sera revenu à profit. OK, intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment de déclencher une perte en capital. Donc, par exemple, on détient 1 000 là, d'actions de la banque XYZ. La valeur descend à 700 Donc, on pourrait décider à ce moment-là de vendre les actions pour justement avoir la perte de 300 qu'on pourra utiliser pour compenser du gain en capital des 3 dernières années ou indéfiniment dans le futur. Mais là, l'idée, si on investit 1 000 puis ça vaut 700, on veut peut-être déclencher la perte fiscale, mais on ne veut certainement pas laisser ce 700 dormir. Donc, on fait quoi avec cet pas. argent-là? On ne reste pas sur les lignes de côté. Ce n'est pas ça l'objectif ici. Là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas racheter exactement le même titre. Et on ne peut pas acheter un titre trop similaire. Donc, ça, c'est à vérifier absolument avec notre conseiller financier avant de prendre action là-dessus. Il faut prendre un titre. Évidemment, on ne veut pas dénaturer notre portefeuille, mais on ne veut pas non plus prendre de pertes apparentes. C'est ça le terme que l'ARC utilise. Oui, parce que dans le fond, l'ARC ne veut pas qu'on effectue une transaction juste pour aller chercher la perte en capital. Donc, on ne pourrait pas vendre nos 1 000 d'actions de XYZ pour avoir la perte puis réinvestir dans les mêmes actions. Il faudrait investir, dans le fond, dans un produit différent. Sinon, l'ARC qualifie ça de perte apparente. Puis à ce moment-là, on pourrait finalement perdre là, sa perte en capital. C'est exact. Alors, il faut faire attention. Puis, dans mon exemple, on voit ici, notre investisseur a vendu les actions de la banque XYZ, mais il a racheté ensuite un fonds commun d'actions canadiennes pour garder son exposition au secteur financier. Donc, on n'est pas totalement hors champ, on reste dans la même lignée, mais on n'a pas racheté, disons, une action d'une banque similaire. Intéressant. Donc, un titre qui a baissé, on peut quand même en profiter, générer une perte fiscale. L'argent est réinvesti dans un produit qui est finalement juste différent. Et puis, bon, là, le marché finit par remonter. Donc, le 1 000 de la personne récupère son point d'entrée et même plus. Mais à travers ça, il y a une perte fiscale qui est déclenchée. Donc, il y a un avantage de ce côté-là. Oui, un bel avantage fiscal. Puis, dans le fond, ça, c'est comment on peut tirer parti d'une situation déplaisante ou désagréable. Bien, il y a toujours des petites alternatives intéressantes. Fort intéressant. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des petits tours que peut nous jouer notre cerveau dans les périodes de stress ou de grande volatilité. Effectivement, on va aborder la finance comportementale. Donc, évidemment, dans les dernières semaines, on a vécu des émotions fortes avec Donald Trump, là, suite à l'entrée en vigueur des tarifs douaniers et la forte volatilité des marchés. Donc, il y a certains investisseurs qui se sont sentis inquiets, voire angoissés, et qui ont même le réflexe de vouloir tout vendre. Donc, aujourd'hui, on ne va pas nécessairement discuter de ce que Donald Trump fait, mais comme tu dis, on va parler plutôt de comment notre cerveau réagit face à des situations comme on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter 5 biais cognitifs qu'on rencontre plus fréquemment là, dans les périodes d'incertitude, comment on les définit, comment ils se manifestent présentement, mais surtout comment on peut les éviter. Donc,
Je vais tout de suite commencer avec le premier biais qui est le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est quand on accorde plus d'importance à l'information qui vient valider déjà nos idées préconçues, puis qu'on n'entend plus le reste des informations. Donc, si par exemple, moi j'ai pour croyance que Donald Trump va ruiner l'économie, bien, je vais porter mon attention sur les articles de journaux ou les nouvelles qui vont venir confirmer cette idée-là. Et toutes les autres voix qui vont venir nous dire, ben, il va potentiellement, éventuellement avoir un rebond ou c'est une situation temporaire ou encore qu'il y a certains secteurs d'économie qui pourraient même bénéficier de la situation ou que l'économie est toujours robuste, bien, ces voix-là, on ne les entend pas. Puis comment on fait pour continuer d'y voir clair? Comment on fait pour se raisonner quand on focus sur qu'est-ce qui va mal? Bien, c'est sûr que c'est un biais cognitif qui va venir nourrir notre peur et qui pourrait faire en sorte que justement, on se retrouve à vendre tous nos placements. Donc, ce qu'on doit faire, c'est justement chercher des opinions contraires à la nôtre. Prendre le temps de lire les articles d'experts qui vont venir parler des situations similaires qu'on a connues par le passé ou encore communiquer avec votre conseiller en gestion de patrimoine. Il faut vraiment s'assurer de tenter de voir l'autre côté de la médaille. Puis justement, si on se force pour voir l'autre côté de la médaille, on voit ici un graphique où on nous présente les rendements annuels du TSX. Donc, la ligne bleue, c'est le rendement annuel qu'on a connu et le point vert, c'est le pire repli qu'on a connu durant l'année. Donc, il y a une chose qui est très évidente, c'est qu'il y a toujours eu des replis à chaque année. Par contre, c'est pas parce qu'on a un repli à chaque année que chaque année s'est avérée être négative. Même au contraire, on voit que dans la majorité des cas, les années sont positives. Donc, c'est pas parce qu'on connaît une période de baisse à l'heure actuelle que nécessairement l'année va se terminer dans le négatif. Ben oui, puis on voit qu'à chaque année, il y a un point vert. Oui, c'est ça. Donc, Chaque c'est année, il y a un inévitable. repli. C'est inévitable. Donc, le deuxième biais cognitif qu'on va regarder, c'est le biais de récence. Donc, le biais de récence, c'est euh, de penser que ce qui est en train de se produire maintenant va tout simplement se continuer. Donc, si les marchés sont en baisse, bien, on se dit ce n'est que le début, on s'en va directement vers un effondrement. Mais quand on regarde l'histoire, en fait, ce qu'on constate, c'est que au fil du temps, euh, les périodes de baisse, il y en a toujours eu. Donc, que ce soit la bulle techno, que ce soit le 11 septembre 2001, la crise de 2008-2009, la pandémie, le Brexit, la guerre en Ukraine. Donc, ça fait partie du jeu, ça a toujours été là. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours eu un rebond. Mais à chaque fois, on s'est toujours dit, ouais, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est toujours différent. Il n'y a pas une crise ou une situation qui est pareille dans l'histoire. Effectivement, il n'y a pas une situation qui est pareille dans l'histoire. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les marchés ont toujours fini par rebondir. Donc, pour se sortir de ce biais-là, bien, il faut élargir un petit peu notre vision et il ne faut pas rester figé dans notre vision court terme et prendre le temps de regarder justement des graphiques comme celui-ci où est-ce qu'on voit l'histoire sur 10, 20, 30 ans. Donc, c'est sûr que la volatilité, c'est normal, ça fait partie du jeu. Par contre, quand on voit sur le long terme, la courbe, elle est toujours en croissance. Puis ça, si on veut avoir accès à ces informations-là en tant qu'investisseur, nous, on y a accès dans notre travail, donc c'est Oui. facile, on a une panoplie d'illustrations comme ça, mais un investisseur à la maison, Bien, et premièrement, ça revient un petit peu à prenez le temps de lire les experts en finance qui vont vous présenter des informations sur des situations qui se sont passées dans le passé. Ce type de graphique-là, vous envoyez dans les articles de journaux qui sont partagés, mais vous pouvez aussi en discuter avec votre conseiller en gestion de patrimoine qui a accès à tous ces outils-là et qui peut vous les présenter, évidemment. Le troisième biais cognitif, c'est l'aversion aux pertes. Donc, l'aversion aux pertes, la finance comportementale nous démontre qu'on ressent 2 fois plus de douleur à une perte que de plaisir à un gain équivalent. Donc, si votre portefeuille a baissé de 10 ces derniers jours, bien, ça se peut que vous vous sentiez angoissé et ce, malgré le fait que vous ayez eu une croissance de 30 dans les 2 dernières années. Donc, quand ça arrive, bien évidemment, ça va nous pousser à réagir émotionnellement. On veut stopper la perte, on veut vendre, on veut fuir, on veut arrêter de ressentir cette douleur-là.
Mais le danger ici, ce serait de prendre une décision précipitée qui pourrait nous faire vendre au mauvais moment. Donc, encore une fois, si on regarde la prochaine diapo là, qui nous présente le cycle émotionnel des placements, quand on connaît une croissance sur les marchés, ben, on ressent une certaine forme de plaisir, il y a même une euphorie, puis il y a même une embellie qui va éventuellement se provoquer et on veut à tout prix être sur le marché, on veut acheter des titres. Mais au contraire, quand les placements commencent à diminuer, ben, on commence à ressentir une certaine crainte, une certaine inquiétude. L'angoisse va éventuellement s'installer, puis au point culminant de la peur, on se dit là, c'est trop, je ne veux pas tout perdre, donc je vais tout vendre. Mais le danger ici, là, c'est qu'on risque de manquer le rebond. Encore une fois, comment on éteint cette petite voix-là, ce petit sentiment d'urgence, d'agir sur un événement là, Ben, angoissant? ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse, elle est temporaire et elle n'est pas réelle tant et aussi longtemps qu'on n'effectue pas justement une vente de titres pour venir cristalliser nos pertes. Donc, l'erreur ici, ce serait de prendre une décision précipitée et de rendre une baisse temporaire en une perte permanente. Donc, il faut vraiment tenter de gérer ces émotions. Le quatrième biais, ben, c'est le biais d'excès de confiance. L'excès de confiance, c'est quand on se dit, ben, je vais vendre mes titres maintenant pour éviter de trop connaître une baisse de mon portefeuille et je rachèterai au bon moment et je vais profiter de la hausse future et je suis convaincue que ça va juste être meilleur pour le rendement que je pourrais potentiellement avoir dans mon portefeuille. Pourquoi c'est pas bon de Ben, faire ça? en fait, je ne m'étalerai pas trop longuement sur ce biais cognitif-là parce que Lionel nous a longuement parlé de la synchronisation des marchés. En fait, même les experts ne réussissent pas à synchroniser les marchés et les rebonds sont imprévisibles. Ils surviennent souvent au lendemain des pires baisses de marché. Donc, si on n'est pas là pour capturer ce rebond-là, évidemment, ça peut nous nuire. Mais ce qui est important pour moi de dire aujourd'hui, c'est que c'est un biais cognitif et il faut tout simplement le reconnaître lorsqu'on a cette émotion-là qui nous envahit. Donc, on l'identifie et on prend notre pouls. Ah, c'est ça, on prend du On va faire recul. d'autres choses. C'est ça. Le cinquième biais, c'est l'effet de troupeau. Donc, l'effet de troupeau, c'est notre tendance à vouloir suivre la foule. Donc, si on sent qu'il y a une espèce de mouvement de panique et que les gens se mettent à vendre et sortent du marché, ben, on se dit, ils doivent certainement savoir quelque chose que moi, je ne connais pas, donc je vais décider tout simplement de les imiter. C'est comme un peu le FOMO, là, le fear of missing out. C'est ça. Par contre, en bourse, le fait de suivre les mouvements de foule, ça peut nous coûter vraiment cher. En fait, je vous présente un autre graphique ici. Quelqu'un qui demeure investi sur les marchés. Donc, on voit quelqu'un ici qui aurait investi 100 000 sur le S&P 500 sur une période de 30 ans. On se rappelle, là, sur 30 ans, on en a connu des événements géopolitiques. Là. Il y en a eu des replis et des chutes boursières, que ce soit par des situations géopolitiques ou des guerres ou encore des crashs boursiers. Mais si on est demeuré investi, qu'on a gardé notre calme, qu'on n'a pas suivi le mouvement de panique de la foule, bien, on va avoir réalisé 10,9 de rendement, puis notre 100 000 bien, vaut aujourd'hui 2,2 millions. Par contre, quelqu'un qui aurait ressenti la peur et qui se serait laissé envahir par le mouvement de panique de la foule et qui aurait décidé lui aussi de tout vendre puis de se mettre sur les lignes de côté, bien, s'il a manqué ne serait-ce que les 25 meilleures journées sur ce 30 ans-là, 25 jours sur 30 ans, là, c'est quand même très peu de jours, bien, on voit qu'il aurait fait seulement la moitié du rendement, là, 5,3 de rendement. Et quelqu'un qui aurait manqué les 100 meilleures journées, bien, au contraire, il aurait même subi une baisse de son portefeuille. Là, il vaudrait simplement 33 800 $. Donc, on comprend très bien ici que il faut éviter de prendre une décision précipitée juste parce que tous les autres le font, tout simplement. Donc, pour conclure, oui, l'actualité, c'est stressant. Oui, l'incertitude, elle est réelle. Mais on ne peut pas contrôler ce que fait Donald Trump et on ne peut certainement pas contrôler comment se comportent les marchés. Il y a une chose qu'on peut contrôler, par contre, c'est son comportement.
Les marchés ont toujours été volatiles. Ils nous ont montré leur résilience. Ils ont toujours eu la capacité de rebondir. Donc, la vraie question ici, c'est est-ce que vous serez investi le jour où les marchés vont rebondir? Bonne question. Merci, Isabelle. Merci, Frédéric. Alors, j'aimerais remercier mes confrères, mes collègues pour pour cette présentation et toutes ces excellentes idées. J'aimerais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous. C'est toujours un plaisir de vous présenter notre revue trimestrielle. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu et qu'on vous reverra pour notre prochaine édition. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations ou si cette présentation évoque chez vous certains sentiments ou réflexions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller de notre équipe. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.